quelque chose de mal. On n'est même pas censé donner son opinion. C'est difficile de poser des questions sur le lobby pro-israélien? Absolument. Vous aurez du mal à obtenir des réponses et des interviews. J'espère que vous y arriverez. Je vous le souhaite. Ça va être dur. Il y a une machine énorme et très puissante qui sait immédiatement quand quelqu'un défend des opinions anti-israéliennes et qui passe aussitôt à l'attaque. Je vais vous donner un exemple très concret. Il m'est arrivé de mentionner l'essai Mearsheimer-Walt une fois au cours d'une conférence dans une des universités où j'enseigne. Dans les 48 heures qui ont suivi, j'ai reçu un email d'Alan Dershowitz. Qui est-ce? Alan Dershowitz est professeur à Harvard et il défend le lobby juif américain comme un chien de garde. Il m'a envoyé un email dans lequel il me disait en substance que, d'après lui, en prenant la défense de l'essai Walt-Mearsheimer, je ne rendais pas justice à la relation israélo-américaine, à l'existence d'Israël dans le monde, etc. Parce que c'était un document terriblement contestable et inexact. Il a même joint au message sa propre réponse à l'essai Walt-Mearsheimer, en me conseillant de m'en servir comme contrepoids dans mon cours. Je n'utilisais même pas l'essai pour mon cours. Je le mentionnais simplement pour montrer la colère de certaines personnes face à l'absence de discussion et au manque de débat sur ces sujets en Amérique. Et 48 heures plus tard, j'avais un des chiens de garde du lobby juif sur les talons. Comment a-t-il pu le savoir? Partout en Amérique, dans tous les campus universitaires, il y a des gens qui sont là pour faire ce qu'il a fait, pour protéger les intérêts des Juifs américains et les intérêts d'Israël en Amérique. De ce côté-là, le lobby juif est certainement beaucoup plus organisé et il peut se mobiliser beaucoup plus rapidement contre une menace potentielle que n'importe quel autre groupe de pression. Cet automne, j'ai été invité à faire une conférence pour une organisation qui s'appelle 2020. On s'était mis d'accord sur le sujet de l'intervention, la politique étrangère américaine au Proche-Orient et le lobby pro-israélien, parce que les journaux en parlaient beaucoup à l'époque. Ils m'ont contacté une semaine avant la conférence. Le secrétaire de l'organisation m'a informé que l'événement aurait lieu au consulat polonais. C'est apparemment là qu'ils avaient l'habitude de se réunir. Et puis la semaine suivante, 2 heures avant la conférence, le directeur de l'organisation m'a appelé terriblement énervé en me disant que le consul général de Pologne avait tout annulé parce qu'il avait reçu des coups de fil de l'American Jewish Committee et de l'Anti-Defamation League. La position du consul est très délicate. Dès qu'on prononce le mot Pologne, la plupart des gens pensent aussitôt à l'antisémitisme. La Pologne a du mal à se défaire de cette image chez nous. Le nouveau gouvernement polonais, qui n'est pas très séduisant, a cependant fait de gros efforts pour établir de bonnes relations avec Washington, se rapprocher d'Israël et se faire bien voir sur ce genre de sujet. Et voilà que soudain, quelqu'un dit au consul polonais à New York, Tony Judd est quelqu'un de très controversé. Il est anti-Israël et certains trouvent ses propos antisémites. Vous voulez vraiment le recevoir? C'est mauvais pour votre image et votre diplomatie. Pourquoi les Polonais défendraient-ils héroïquement ma liberté d'expression? Ils ont autre chose à faire. Je ne les blâme pas. Ce que fait le lobby, c'est qu'il s'attaque à nous de façon très agressive dans le but de nous réduire au silence.
Et aussi dans le but de bien faire comprendre aux gens que s'ils suivent l'exemple de Jimmy Carter, de Tony Judd, de John Mearsheimer ou de Steve Walt, ils devront payer le prix fort pour cette transgression. C'est un exemple dissuasif. Ils veulent dissuader les gens de faire comme nous. Kenneth Roth est le directeur exécutif de Human Rights Watch, une ONG indépendante qui enquête sur les violations des droits de l'homme. Après son rapport sur la guerre au Liban, Roth a été pris à partie. I was wondering if you can comment on the fact that in the press in the United States you are called an anti-Semite and demonizing the Jewish state concerning Human Rights Watch reporting in the Lebanon war. Human Rights Watch's fairly extensive reporting during the war, reporting that I should say focused both on Hezbollah's indiscriminate attacks into Israel and on Israel's indiscriminate bombardment in Lebanon, was met by some reflexive defenders of Israel, not with rational discourse, not with a discussion of the facts, but with name-calling, including accusations of anti-Semitism, of blood libel, of this or that. On a l'habitude d'être attaqué par les gouvernements qu'on critique. Mais là, le gouvernement israélien est resté assez silencieux. Nous avons même eu ce qu'on pourrait appeler un dialogue raisonnable avec les Israéliens au sujet de ce qui se passait au Liban. Ce sont les supporters de l'État israélien, aux États-Unis et dans une moindre mesure en Israël, qui ont violemment réagi. Et ça, c'est inhabituel. On a rarement été confronté à ce genre d'attaque coordonnée de la part d'individus manifestement privés. Des gens qui ne font pas partie du gouvernement israélien, mais qui se sont donnés pour rôle de défendre Israël systématiquement, quelle que soit sa conduite. Le fait que vous soyez juif est important ? Je pense que dans le cadre du débat sur la guerre au Liban, c'était important, parce qu'il était plus difficile pour les défenseurs systématiques d'Israël de me traiter d'antisémite. Ce n'était pas crédible. Mon père a fui les nazis, et les parents de ma mère ont échappé au pogrom en Pologne et en Biélorussie. Je n'ai pas le profil d'un antisémite. Bien sûr, il y a le vieil argument du juif qui se hait lui-même, mais ça ne me correspond pas non plus. Et plus personne ne tient ce genre de discours. Pourquoi ? Pourquoi ne pas laisser les incompétents comme moi faire leur petit speech ? Remontons un peu dans le temps. Ça n'a pas toujours été comme ça. Ça a commencé dans les années 70. Avec la montée des politiques identitaires en Amérique, il a d'abord été en vogue, puis politiquement et économiquement normal, de se dire noir américain, italo-américain ou irlandais américain. Mais personne ne dit « je suis juif américain ». Et entendre « tu es juif américain », c'est un peu dérangeant. Il faut pourtant qu'ils aient une identité. Et ce besoin d'avoir une identité culturelle au même titre que les Italo-américains, les Noirs américains ou les Hispano-américains, s'est traduit par deux facteurs d'identification extérieure. Israël d'une part, et Auschwitz de l'autre. Un dans l'espace et un dans le temps. Être juif, c'est être ému par le souvenir de la Shoah et s'identifier à Israël. Même si vous n'avez aucun lien personnel avec la Shoah et que vous n'êtes jamais allé en Israël, ce qui est le cas de la plupart d'entre eux. Le résultat, c'est qu'ils sont extraordinairement susceptibles, politiquement et personnellement. Ce n'est pas une invention politique, ça se sent vraiment. Dès qu'ils ont conscience d'une critique contre Israël ou d'un oubli de la Shoah. Parce que ça touche à l'identité même des Juifs américains. The state of Israel was the dream of your ancestors, made a reality by your grandparents and your parents. Chaque année, l'EPAC organise une conférence à l'intention de tous ses sympathisants.
Ça se passe à Washington. L'EPAC est un groupe très puissant qui s'efforce d'infléchir la législation et les autres aspects de la politique américaine au Proche-Orient. C'est un véritable événement avec un petit côté Hollywood. Ils passent des films pour montrer la mobilisation des gens et chauffer le public. C'est un peu une atmosphère de fête étudiante. Ils font venir un très grand nombre d'hommes politiques importants. America and Israel share an unbreakable bond. AIPAC is one of the reasons why. All of us share a fundamental belief that the freedom and security of Israel are a vital interest of the United States of America. We need you now more than ever. C'est devenu une sorte de rituel. Les personnalités sont obligées d'y aller pour montrer qu'elles soutiennent l'EPAC. On y voit la moitié du Congrès, des hauts fonctionnaires, et chaque année, ils ont un orateur principal qui est toujours quelqu'un de très haut placé. From Florida, Bill Nelson. From Nebraska, Ben Nelson. From Illinois, Barack Obama. From Arkansas, Martin Pryor. Can we have a picture first, please? Wait. I think I might have blinked on that one. From South Carolina, Joe Wilson. From California, Lynn Woolsey. From Oregon, David Wu. From Maryland, Albert Wynn. From Kentucky, John Yarmouth. And I also want to mention former member of Congress, Rob. L'EPAC s'efforce avec succès d'éprouver constamment la loyauté des membres du Congrès à sa cause. Il y a donc un flot ininterrompu de résolutions soumises au vote au sujet du Proche-Orient, que ce soit pour soutenir une action du gouvernement israélien, pour exprimer de la sympathie aux victimes d'un attentat suicide, ou pour condamner l'Iran et les autres pays de la région hostiles à Israël. Ces résolutions sont autant de tests qui permettent d'éprouver la loyauté des parlementaires sur le sujet. Ceux qui votent comme le souhaite l'EPAC sont récompensés de diverses façons, en particulier par les contributions qu'ils reçoivent des sympathisants de l'EPAC pour leur campagne. L'EPAC lui-même ne donne pas d'argent. Mais ces innombrables résolutions et ce registre minutieux des votes de chacun ont une influence directe sur les contributions des donateurs. Pour que l'argent arrive en masse dans les coffres d'un représentant ou d'un sénateur, il faut qu'ils soutiennent les positions du lobby. C'est leur principale source d'influence, l'argent. Et ce gouvernement est inondé d'argent, sans doute plus que tout autre gouvernement dans l'histoire américaine. Ça fait 2 mois qu'on essaye d'entrer en contact avec les membres du Congrès qui ont voté non à certains projets soutenus par l'EPAC. Mais personne ne veut nous parler. C'est normal ? Oui, c'est un sujet sur lequel les membres du Congrès n'ont aucun intérêt à s'exprimer. Pour eux, il est déjà dangereux de voter contre les positions recommandées par l'EPAC, parce que ça peut entraîner une réduction de leur fonds de campagne et engendrer toutes sortes de problèmes dans leur district. Pourtant, ils ont voté non. C'est vrai. Mais ils ne tiennent pas à le crier sur les toits, surtout quand c'est filmé. Vous imaginez l'usage qu'un adversaire politique pourrait faire de ça ? Ça pourrait servir à monter une campagne de dénigrement. Regardez, cette personne est contre les intérêts d'Israël. Chaque fois que j'aborde le sujet avec des gens du Capitole, c'est presque toujours sous réserve d'anonymat. Un jour, un sénateur démocrate très connu m'a parlé en confidence. C'était à l'occasion d'une conférence à Paris. Il était tard, on était à l'hôtel. Il me parlait du Proche-Orient et ses critiques contre Israël étaient très similaires à mes propres idées. Je lui ai dit, vous ne dites jamais tout ça au Sénat, pourquoi ? Vous avez peur de perdre le vote juif ? Il m'a répondu, pas du tout.
Ça n'a rien à voir avec le vote juif. Je viens d'un État, je ne peux pas vous dire lequel bien sûr, où il y a très peu de juifs. Et quoi qu'il advienne, ils continueront à voter pour moi. Ce n'est pas le vote juif, le problème n'est pas là. Ce n'est pas non plus l'argent, je ne reçois pas d'argent du lobby pro-israélien.